Il y a une citation de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et je me suis dit, je vais réunir plein de personnes différentes pour discuter avec moi, qu'on s'enrichisse ensemble. Et Inch'Allah, à la fin de la conversation, on devient millionnaire. Je m'appelle Kevin Razi et vous êtes dans Rendez-vous. Comme je disais juste avant qu'on commence, l'idée c'est de réunir des gens différents. Il y a Anna qui est animatrice, que j'ai rencontrée dans le milieu de la radio quand je faisais de la radio. Et la chance aussi de pouvoir inviter des gens comme toi que j'ai pu contacter sur Instagram, Manuké. Parce que tu as énormément de choses dans ton background. Ouais, exact. Ouais. J'ai découvert que tu étais guadeloupéen, je ne savais pas. Ouais, guadeloupéen, ouais. Guadeloupéen. Ouais. Et c'est fou parce que, en vrai, là, c'est vrai que ce matin, j'étais en train d'écouter Pour ceux de la Maïfa Cafré. Et puis je me suis dit, mais oui, mais c'est lui en fait qui dit, c'est moi qui porte le bras à ça. Et je me suis dit, non, c'est un truc de ouf. Ça vibrait les ghettos comme Boissard. Exactement. Et Boissard, c'est un quartier qui a été détruit il y a une dizaine d'années. En Guadeloupe. Qui a été rénové, ouais, mais c'était un quartier très très chaud quoi à l'époque. Ah ouais? Ouais, à Pointe-à-Pitre. Putain, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, Manu, voilà, l'idée c'est que on discute tous ensemble, qu'on apprenne un peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais maintenant, parce que je pense que c'est encore plus intéressant parce que y a un changement de dingue. Parce que je vais revenir au début. Bah oui, bien sûr. Et ça part de loin. Parce que oui, c'est ça. Ouais. Donc au début, t'es né en Serbie. T'es le mec et tout qui parle de toi. Non, au début, parce que t'es né en Serbie. Non, t'es né en Suisse. Je suis né en Suisse, mais mes parents étaient tellement pauvres, ils nous ont remballés au bled 5 ans. D'accord. On est revenu après, 5 ans plus tard. Voilà. D'accord. C'est normal. Tu vois, on a tous des backgrounds. Moi, bien sûr. J'ai pas une histoire de ouf. Je suis né à Paris dans le 13e, j'ai grandi dans le 19e. Voilà. Okay. Toi, t'es né à Orly. Ouais, non, je suis né à Paris 13. Paris 13 ? Ah, comment ouais, Paris 13. Ouais. Et Orly, c'est venu à Orly, mes parents habitaient quand j'avais l'âge de 5 ans. D'accord. À partir de 5 ans, j'habite à Orly jusqu'à mes 35 ans. Donc je suis resté 30 ans dans cette ville. Ah ouais, d'accord. Je suis resté dans la même ville en déménageant d'un bout à l'autre, mais je suis resté, moi je connais bien la ville des bouts des doigts, quoi. Et c'est donc à cette époque-là que... à la base, tu disais, toi d'ailleurs, j'ai pu voir pas mal d'interviews que, mine de rien, tu as eu une éducation très stricte. Très stricte de la part de... Bon, mes grands frères, c'était assez cool. Ouais. C'est surtout le père qui était... voilà, il avait la caresse un peu forte, on dirait. On connaît. Voilà, on va pas parler de Mirko tout de suite. Alors Mirko, c'est... Tu peux le dire. Tu veux l'expliquer? Vas-y, dis-le. Mirko, c'était le petit prénom affectueux que mon daron avait donné à la ceinture. D'accord, ok. Qu'il utilisait quand on était punis, quoi, tu vois, genre, c'est normal. Donc il disait, je vais appeler Mirko. Tu vois, d'accord. Mais on se sait. On connaît ce type d'éducation, on connaît. Comment tu t'es retrouvé du coup déjà à commencer cette première aventure dans le rap, où tu dis d'ailleurs, et j'ai trouvé ça ouf et très important, où tu dis que tu as mis 10 ans avant de toucher ton premier cachet. Ouais, cette aventure dans le rap, ça date... moi, je participais à toutes les booms que mes grands frères faisaient à la maison quand mon père est parti. Ouais. Donc ils avaient une liberté totale à la maison. Une fois qu'ils sont partis, ça invitait les potes et tout. Et puis moi, tout le temps là, j'étais assis et je regardais comment ils faisaient pour cacher les fenêtres et la luminosité. Ils mettaient de l'aluminium. Ouais. Ils faisaient tout noir à la maison avec des spots, tout ça. Et ils faisaient des booms. Et il y avait à l'époque, il y avait du jazz rock, de la funky, jusqu'à la new wave, tu vois. Okay. C'était ça, les ambiances à la maison, c'était comme ça. Et puis après, mes grands frères, j'ai eu la chance de les avoir jusqu'à peu près, ils avaient 19-20 ans, et après ils ont quitté la maison. Mais toute cette époque-là, cette partie, j'étais en écoutant les Radio Nova, quand ils écoutaient Radio Nova, quand ils écoutaient les matchs RTL de foot, les grands défis à l'époque, Nantes, PSG, Nantes, Sochaux, tous ces grands défis. Et quand ils ont quitté la maison, moi je me suis retrouvé un peu orphelin, tu vois. Et moi j'allais quand même chez eux, ils habitaient dans le 19e. J'allais chez eux, j'avais 11 ou 12 ans, et je prenais le métro, et ma mère, elle devenait folle. Elle me dit, mais tu vas où? T'es trop jeune. Moi, je prenais le métro, je me trompais. Je venais avec des amendes jusqu'à retrouver leur domicile. Même eux, ils étaient choqués. Ils disaient, mais comment t'as fait pour venir? Et je dis, je me suis démerdé. Et voilà, je passais des week-ends chez eux. Et au fur et à mesure, j'étais toujours intéressé par la musique. Et c'est vers 89, vraiment les années 89,
que cet MJC Pablo Neruda, qui était à côté de chez nous, où je commence à traîner là-bas, et puis je vois qu'il y a des gens qui dansent, qui font du smurf et tout, et puis je prends mon envol là, quoi. Et puis avec l'école, bien avant, c'était des écoutes avec des potes qui écoutaient des cassettes, et puis ce qui m'a interpellé, c'est Renaud Séchant. René Séchant, le chanteur, qui, avec sa poésie, ses rimes, et puis moi je griffonnais toujours sur des bouts de cahier ses chansons depuis la cassette Marche à l'ombre, son fameux à peu près 10e album de Renaud à cette époque-là. Et puis ça m'intéressait ce qu'il disait, et puis un jour j'ai écrit un texte comme ça, et puis ça collait bien. Et puis j'ai dit ouais, je vais faire de la musique. Je me suis lancé un petit peu comme ça, quoi, par hasard. Et puis après j'écoutais Nova, il y avait tous ces groupes qui m'interpellaient, Ministère Hammer, les Little MC. Et puis j'ai dit moi aussi je vais essayer de griffonner. Puis après il y a les différentes rencontres qui se font dans la MJC, Mistaflo, Lil Jason. Et puis comme ça on forme un groupe tout naturellement. Et puis on commence à se donner des rendez-vous pour répéter. Et le même jour, 2 ans plus tard, arrivent ces petits jeunes qui nous regardent d'une fenêtre. C'était le groupe de Kerry, quoi. C'était ce petit gros Idéal J. Et puis et lui aussi dit moi aussi je rappe. Moi je lui mets une cassette, je dis vas-y fais-moi un texte. Il me dit non je vais te le faire a cappella. Tu vois l'audace qu'il a eu, quoi. L'audace de bien, quoi. Ouais, et à ce moment-là, il a 11 ans. 11 ans. J'allais dire 14 ans. Non, il a 11 ans. Il était très très jeune. Il était encore au collège. Ouais. Il a 11 ans. C'était un très bel étudiant, tu vois. Et puis il sort un cahier, il commence à me faire. Il me fait 10 mesures, 20 mesures, 40 mesures. Je dis mais c'est qui a écrit ça? C'est pas toi? Il me dit si. Et moi, au début, je le croyais pas. Je lui ai dit pour que j'en ai le cœur net, je lui ai dit tu reviens mercredi à la salle. Et puis, depuis toutes ces années, on ne s'est jamais quitté, quoi. Et c'est ouf. Et à ce moment-là, donc là, tu te dis, il y a quelque chose à faire avec eux. Et là, c'est plus la casquette de rappeur que tu as, donc c'est de producteur / grand frère, quoi. Ouais, grand frère, comme mes grands frères ont pu m'inculquer les mêmes choses, quoi. Moi, ils m'emmenaient au foot, j'allais avec eux, ils m'emmenaient dans des pique-niques, tout ça. Et puis moi, quand ils sont partis, moi, avec les plus petits, j'ai eu cette même connexion, tu vois. J'ai emmené les petits, je les ai emmenés la première fois qu'ils ont été au cinéma, Kerry et puis Teddy Corona, je les ai emmenés à Belle Épine, voir Boys in the Hood. Et je savais que c'était un film culte jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et je savais que c'était un film qui allait les choquer. Parce que moi, je l'avais vu 2 fois et tout, je dis venez, on va voir un film. Ouais. C'est un film fou pour leur âge à cette époque-là, 11 et 12 ans. Ils ont regardé le film, ils sont sortis du film, ils disent c'est quoi ce film de malade là? Il y a du son et puis tout d'un coup à la fin, hop, il y a une accroche et puis le truc a un vrai sens, quoi, tu vois. Et il le dit juste aujourd'hui, Kerry, il dit que ce film là, c'est un bouleversement dans son éducation. Et là, à ce moment-là, toi, tu savais déjà ce que tu voulais faire dans la vie, c'était la musique? Ouais, à mon avis, je savais pas comment me lancer. J'ai dit voilà, je prends ça à cœur, je prends ça pour un kiff. On verra où ça nous mène, tu vois. Ouais. Et puis après, toutes ces rencontres, on dit que les rencontres sont déterminantes dans la vie. Il y a Kerry, puis après, forcément, il y a la rencontre de DJ Mehdi, paix à son âme, qui fait qu'on a une ossature qui commence à se faire. Vous vous rencontrez où avec Mehdi Mehdi, le premier rendez-vous, il est à Colombes. On le plante, on n'y va pas, parce qu'on était bien dans notre répète. Il faisait chaud, on répétait. J'avais vu ça. Ouais. Pas une fois en plus, on n'a pas planté, genre. 3 fois. 3 fois. On y était à la 3e fois. Il était bien, on avait rendez-vous à 14h. Ouais. On était dans notre petite MJC, il faisait beau. 13h, on ne doit pas rendez-vous avec Mehdi. Vas-y, c'est trop loin. On est là, on répète. Et il rappelle chez moi, c'était les téléphones. Fixes. Vous n'êtes pas venu? Je dis non, on a eu un truc. La prochaine fois, je te jure. Rebelote la prochaine fois. On est dans notre truc et tout. C'est pas cool. Et puis là, cette fois-ci, il dit non, c'est abusé. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va séparer le chemin en 2. Et puis finalement, il est venu à Créteil, au lac de Créteil. Et là, j'ai été avec Jesse Monet, je me rappelle. Et il nous a donné une cassette dans une petite enveloppe et tout. On est resté 5 minutes, on s'est juste échangé. C'était juste pour ça en plus? Ouais, c'est une cassette d'instru. Parce que lui, il faisait des instrus. Il n'avait pas la connexion de Dynasty à l'époque. Dynasty l'a appelé Cut Killer. Cut Killer, il m'a joué en téléphone, il a dit il y a un petit jeune qui fait des sons et tout. Tu sais, nous, au début, on n'y croit pas. On dit c'est quoi ce truc-là? Les petits jeunes ont 13-14 ans, ils font du son et tout. Je récupère la cassette, il y avait 8 instrus dessus. Des sons de malade, tu vois. Vraiment, ça sonnait New York, comme si. Et c'était une richesse, c'était trop précieux à cette époque d'avoir des instrus, tu vois. Des instrus, tu les trouvais soit sur des vinyles qui coûtaient je sais pas combien.
ou soit à la radio de temps en temps, Lionel D et Dynasty passaient des petits bouts d'instru à la fin, et c'était, tu récupérais ça pour rapper. Mais là, on avait une cassette pleine d'instru. On a dit non, il faut qu'on voit ça en direct. Et j'ai appelé Mehdi, j'ai dit ouais, ça nous plaît énormément, mais est-ce qu'on peut venir chez toi? Nous, on voulait venir voir comment il faisait ça. Et puis ce jour-là, on est monté. Elle a dit ouais, tu viens que toi et Kerry. Hein. On est parti à 6 ou 7. Arrivé en bas de chez lui, les autres, ils nous ont attendus. Et puis nous, on est monté. Il nous a fait quelques instrus. Puis on est reparti encore avec une cassette pleine. Et c'est comme ça qu'on s'est pu lâcher, quoi. Et comment ça a commencé? À quel moment vous vous êtes dit il faudrait peut-être qu'on forme un collectif pour être encore un peu plus fort? Bah là, il y avait déjà notre collectif, il y avait déjà différents types qui devient avec Idéal-J, qui devient le Post Idéal, quoi. Ah oui, le Post Idéal, voilà, on se solidifie un peu comme ça. Et puis après, toutes ces rencontres ont fait que Kerry était, il traînait beaucoup à Vitry, il était dans la même école que l'un que l'autre. Ouais, c'est comme ça, les rencontres se font entre OGB, Rov, tout ça, c'est comme ça que les rencontres se font. Et après, ils squattent un peu dans cette même MJC. Où tout le monde squattait. En fait, il y avait deux générations dans Mafia Cafri, en fait. Il y avait la tienne et les petits que vous avez amenés. Voilà, c'est la nôtre et celle des plus petits. Et les petits, eux, avaient déjà leur petit crew qu'ils voyaient à l'école, qui traînait un peu dans les rues à Vitry. 113. Et, voilà, 113. Et de Vitry, ils les ont ramenés un peu à l'MJC. Et tout le monde a fait cette connexion à peu près ici, tu vois. Et le mot Mafia Cafri, il est né comment? Le mot Mafia Cafri est né un petit peu de temps après, parce qu'il y avait Douma le parrain. Qui traînait un peu dans Choisy, Vitry, tout ça. Lors d'un freestyle, il avait dit mafia africaine. Et ça a interpellé tout le monde. Et mafia, ça fait le regroupement, et africain parce qu'on était tous des origines africaines. Et ça a interpellé tout le monde. Et puis depuis ce jour-là, il y a eu des hymnes comme ça, il y a eu des refrains qui se sont faits comme ça, et puis c'est devenu là, en fait. Voilà. C'est un truc de fou, hein, parce que ça a marqué les clips de Pour ceux qui a marqué toute une génération, même les Américains, parce que je crois que c'est sur cette base-là que Jay-Z par Robert Gavras qui demande et ça c'est incroyable, mais non. Parce qu'ils ont fait quoi? Il avait fait le clip avec Kanye West et Jay-Z, Kanye West et Frank Ocean là, mais c'est un truc de fou que de se dire que le 9-4 inspire des Quinry, alors qu'à la base, vous écoutiez ce qui se faisait là-bas. Jay-Z lui dit, tu sais pas qui a fait ce clip? Et Robert Gavras dit, mais c'est moi. Il dit, mais non, c'est un clip de fou. Et aujourd'hui, quand tu regardes les clips de rap, quand ils veulent faire des street clips, ils font tous ça. Mais à l'époque, c'était un truc de fou. Nous, l'inspiration, elle vient déjà de la folie comment ça s'appelle, de Kurt Rajmé. Et aussi des Rough Riders, parce que l'histoire des motos, tout ça vient de là, en fait. C'est vrai, Rough Riders. Et eux, ils avaient pris cette référence, plus leur folie qu'ils ont ramenée à travers des mini-DV, aller filmer, aller chercher les gens comme ça, autour, tourner autour et tout. C'est de là vient l'engouement. Et puis nous, voilà, c'est ce jour, Moko, il m'a dit, ouais, ce serait bien d'aller la voir, ils font des cassettes de ouf et tout. Et on va le voir avec le mix de Pour ceux, mais il n'était pas encore mixé, on venait de finir le morceau. Et puis eux, ils écoutent ça, ils disent... ils nous disent, on leur dit, ouais, vous nous rappelez quand vous avez l'idée. Ils disent, non, on a déjà l'idée. Et puis on dit, ah ouais. Ils disent, on va venir dans votre cité avec 2 petites caméras et on va vous filmer comme si c'était 24 heures dans une cité. Après, elle dit, ah ouais, putain, nous on dit ça à tout le monde. Et puis tout le monde dit, attends, mais comment ça? Parce qu'à l'époque, il fallait des grues, tu sais, qu'on voyait. Et eux, ils sont venus avec leurs petites caméras. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là? Et après, le résultat, laisse tomber. Dinguerie. Une dinguerie, quoi. Une dinguerie. Et toi, comment elle s'est modifiée cette aventure musicale pour toi, pour arriver petit à petit à une autre vie? Parce que à côté, t'as poursuivi des études Non, moi c'est après que t'as... Il rigole. Il se met pas de rire. Non, c'est-à-dire que moi et l'école, comme il y a un cousin à moi aux Antilles, il dit que tu écris des livres maintenant, c'est bien pour quelqu'un qui a été à l'école le dimanche. Il me charrie tout le temps, un grand cousin à moi, il me dit, t'as été à l'école le dimanche, tu te rends compte, tu écris des livres. Non, mais moi, c'est comme je te disais, comme je dis dans les interviews, pour faire notre bagage, pendant 10 ans, on est resté sans avoir de rémunération, tu vois. De 90 à 98, exactement. C'était que des petits showcases pas payés, on essayait de faire notre truc, et on y croyait à cette musique, on y croyait. Je faisais des petits boulots
j'allais sur les marchés, je vendais des trucs, je restais dans des usines à l'époque, c'était, je sais plus comment ça s'appelait, là, merchandising ou je sais plus quoi là, un magasinier, tu vois. Et je restais un mois, après je décrochais, il fallait vite que je retourne à mes sources, quoi. Première, j'allais faire du son avec Mehdi et tout. Et puis, à force, ça a payé un beau jour, quoi. Un beau jour, en 98, il y a une maison de disques qui s'appelle Mediaset. Night and Day à l'époque c'était, et puis paix à son âme, encore Philippe Coloni qui nous propose un label deal de réunir différents types, Idéalgie, sortir des disques. On n'y croyait pas, quoi. On dit non, c'était à l'époque où tout le monde sortait, la Clica, tout ça. Et puis nous on n'y croyait pas, et puis on a dit enfin, on est arrivé. Ouais. Et puis il y a une longue époque de trou noir, quoi. Pendant ce temps, voilà, c'était très très difficile, quoi. Déjà barré par toutes les maisons de disques. On a fait tout le tour, on avait des maquettes, tout le tour, on a fait le tour. Ils disaient non, ça c'est une musique, c'est une mode, ça va durer 2 ans, c'est terminé. Et puis après, voilà, on a bataillé, on a fait des concerts. Dès que le premier album d'Idéalgie est sorti, c'est là que ça a un petit peu ouvert la porte parce qu'on a pu faire une petite tournée. On s'est présenté avec eux, différents types, Idéalgie. Et ça a un petit peu marqué le coup, tu vois. Et après ça, il y a eu la grande envolée de 113 qui a emporté tout le monde, forcément. C'est par 113 que... Ouais, je pense que c'est vraiment les années 2000, avec leur victoire de la musique. Ah oui, le grand collectif Mafia Qu'un Free, où il y avait Carlito, Intouchable, OGB, voilà, 113. C'est vraiment cet envolé, cet élan quand on mène tout le monde, quoi. Et toi, là, à ce moment-là, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Tu penses déjà à autre chose? Non, pas encore. Moi, je suis surtout dans mes albums encore. Et je suis surtout en termes de réalisation. Je réalise pas mal d'albums, notamment 113. Je réalise tous les albums. Je suis derrière Idéalgie. Je suis derrière les albums de Rof aussi, les 2 premiers. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais préciser aux gens, parce que la notion, le poste de réalisateur, autant dans la fiction, on voit ce que c'est, mais c'est vrai que dans la musique, c'est moins connu. Enfin, pour le grand public, réaliser un album, en fait, c'est quoi? C'est la direction artistique Direction artistique et encore aller plus loin que ça, c'est-à-dire d'emmener l'artiste d'un point A à un point B. Tu vois, c'est-à-dire amener l'artiste, lui développer des idées avec de la création musicale et lui donner des thématiques pour qu'il poursuive tout à travers le disque, lui amener une cohérence jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pas sur un titre, 2 titres, mais tout le disque doit avoir une cohérence. Et j'irais même plus loin, jusqu'à la pochette aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que tu es en connexion... T'es en connexion avec les mecs qui vont faire la pochette, t'es en connexion avec le mec qui mixe l'album, tu vois. Ah, tu fais le lien entre tout ça. Tu fais le lien, il doit avoir une couleur, tu vois, il doit avoir une couleur. C'est pas juste tu réalises 2-3 morceaux et après tu t'en vas, tu vois. Après, il faut avoir tout le temps un œil sur ce qu'il va faire, tu vois. Tu développes l'album de A à Z, en fait. Et j'ai l'impression qu'au-delà du développement de l'album comme ça en soi, côté musique, il y a tout le côté personnel où en fait... tout le suivi, j'ai l'impression que tu as un espèce de côté de coach de vie. Exactement, parce qu'il faut connaître l'artiste, forcément. Ouais, c'est ça. Tu es constamment, pas dire 24/24 avec lui, mais pratiquement, quoi. Toi, il faut connaître l'artiste, quelles sensations il a, s'ils veulent parler de choses, lui dire non, là tu vas un petit peu trop loin, ouais, vas-y, là tu peux pousser un peu plus loin, tu vois. C'est ce que tu expliquais, je crois, par rapport à Rof, savoir t'adapter. Lui, tu savais qu'il fallait lui parler différemment tout qu'à un autre. Et aussi tenter des choses. Les sortir de leur zone. Voilà, viens, on essaye, ça te coûte rien, on essaye. T'en es qu'à ton 2e album, vas-y, essaye, c'est là, vas-y, lance-toi. Qui est l'exemple, c'est un morceau qui a été longtemps réfléchi, et à un moment, vas-y, on le lance. Ah, il hésitait au début? Non, mais voilà, c'est un morceau qui sonnait bien, mais au début, on ne savait pas quoi faire dessus, tu vois. Ah, il n'y avait pas encore le délire de dire... la fille, tout ça. Et Kélia, tout ça. Ouais, voilà, Kélia, j'ai ramené Kélia pour poser le morceau. Et quand tu remarques le morceau, il fait pas un refrain... ça fait pas comme tous les refrains, c'est pas un 8 mesures. Il fait un peu plus long. Donc c'était quelque chose, c'était une nouvelle expérience, en fait, tu vois. Et ça se lance et ça fait un carton total. Comme les albums de Prince de la Ville. La première fois que Mehdi ramène les instrus, tout le monde dit c'est quoi ces ovnis là, tu vois. Et eux, ils ont réussi à s'adapter dessus. Et puis après, voilà, on déclenche une histoire avec Hold Up, on retourne sur un truc un peu dansant, tu vois. Il a une harmonie, le disque, il est solide, quoi. C'est un disque vraiment, vraiment solide, quoi, Prince de la Ville. Mais je sais pas si tu te rends compte quand même la passerelle que vous avez réussi à créer entre le ghetto
et le milieu électro-parisien bobo, quoi. C'est dingue, parce que c'est pas comme si, tu vois, c'était deux univers qui étaient proches. C'est que là, vous êtes vraiment allé chercher des trucs, et surtout encore plus à l'époque. On va dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., ça se démocratise. Les rappeurs, ils vont faire des trucs électro, ils vont faire des trucs avec, tu vois, on a eu qui, Booba, Christine and the Queen, je crois, c'était ça, ou Damso, je sais plus. Des duos que tu peux qualifier d'improbables. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben maintenant, ça nous choque plus. Alors à l'époque, et c'était les mecs les plus ghettos du rap game, avec le truc le plus élitiste bobo qui existe. Exactement. Headbanger, tout ça, tout ce truc-là. Et c'est dingue. Comment c'est grâce aussi à Mehdi. DJ Mehdi, lui, il était à la croisée de ces choses. Ouais, il était à la croisée. Surtout, il avait cette expérience de faire des sons qui étaient totalement naturels et innovants. Tu vois. Donc lui, il avait cette science de la musique, d'emmener les sons un peu plus loin que le rap, tu vois. Et ça tombait bien parce qu'il était à l'apogée du rap. Il en a fait depuis les années 93. Il faisait du rap. Il a produit pour tout le monde, pour Passy, pour NTM, pour Assassin, même pour IAM. Et puis, arrivé à un moment, il s'est dit bon, je vais essayer de m'ouvrir, d'amener ma culture un peu plus loin. Et c'est là, à ce moment-là, il faisait déjà des petits trucs électro sur son premier album. Mais là, il avait des trucs pour 113 spécifiques, quoi. Il dit, si eux, ils arrivent à faire ça, ça peut les amener loin. Et il avait raison, tu vois. La première fois, il me fait écouter les sons, il me dit, tu penses qu'ils vont aimer 113 ? Et il me dit, attends, je vais l'accélérer un peu, c'était Prince de la Ville. Et je dis, il dit, vas-y, on leur fait écouter. Nous, à l'époque, on était à Toulouse, on enregistrait à Toulouse. Donc, on va à Toulouse, et puis on leur fait écouter, ils sont adaptés facilement. Il a mis ouais, gros aussi, tu sais, ouais, gros. Et là, j'ai dit, si on réussit cet album, on avait déjà fait une grosse partie de l'album. Et j'ai dit, si on arrive à mettre ces morceaux-là à travers ça, ça va exploser. Et lui, comme je te dis, il avait cette science, cette fibre, vraiment d'amener la musique au-delà du rap, au-delà de l'électro. C'était quelque chose que personne n'arrivait à savoir c'est quoi, mais c'était magique et c'était beau, en fait. T'as dû kiffer quand t'as entendu la reprise de Prince de la Ville dans Athéna, version chœur, philharmonique et tout. C'est beau, ça. C'est extraordinaire. C'est un bel hommage. Ouais, c'est propre. Et donc là, en fait, par rapport à la musique, j'avais une vraie question, parce que tu sais, là, je sais pas si tu as vu Nino, il a sorti son Refait Burger. Là. Bien sûr. Il a sorti son truc de burger. Il a sorti, tout le monde en parle sur les Champs-Élysées. Et avant ça, il avait, je crois, une marque d'alcool. Ouais, il avait d'autres bails. Et je vois que il y a eu ce truc où maintenant les rappeurs, ils se diversifient, etc. Mais à ton époque, comme le rap, il était encore un peu neuf. Est-ce que toi, tu avais déjà ce truc en tête de les gars, là, on a peut-être pris des avances, des machins, mais il va falloir penser à l'après, ou alors tu as pu assister à des gens qui ont flambé un peu trop vite parce que c'est dur quand on n'a pas d'éducation financière, c'est ça que je veux dire. Nous, on était vraiment jeunes à l'époque, donc le moins d'euros qu'on avait au début, on le cramait. Mais c'est vrai qu'on n'était pas encore dans la réflexion du plus tard, tu vois. Même moi, aujourd'hui, je suis un peu comme ça. J'ai un peu ralenti ce truc, mais je me projette pas vers 5-6 ans, tu vois. Je me dis, OK, j'ai ce qu'il faut, je vais tabler sur ça. Mais à l'époque, c'était... on a tellement galéré pour avoir ces francs au début, et quand on est passé à l'euro, on a avec le peu qu'on a, on va un peu flamber, on va donner aux parents, mais on va quand même flamber, on va se faire un kiff, quoi. On va partir au States, on va partir à LA, New York, tout ça. Mais maintenant, tu vois, les gens qui gagnent des gros chiffres maintenant, ils ont des gens qui les entourent, ils ont des directeurs commerciaux, ils ont des managers bien établis, tu vois. Mais nous, franchement, à l'époque, le premier chèque, je peux te dire qu'on... Tu te souviens de ce que tu as fait, toi, du premier chèque moi, mon premier chèque il fait ça, lui. C'était en francs, j'avais gagné 27 000 francs, qui représentent pratiquement 5 000 euros sur un premier album. C'était bien, c'était un indépendant, et il donne un chèque de 27 000 francs. Déjà, j'avais pas de compte. Ah ouais? J'avais pas de compte. C'est un ami qui était basketteur professionnel. Je lui ai dit, tu peux mettre ça sur ton compte et tu me les retires. Il est venu, t'es malade et tout. J'ai dit, non, mais j'ai pas de compte. Et c'est avec ça que j'ai fait un compte après. J'avais donné des sous à ma mère qui était aux Antilles. Elle a pu partir aux Antilles. J'ai acheté une Renault 5.
C'était pas mal à l'époque. Et après, j'ai kiffé. Après, je suis parti aux États-Unis, je crois. J'ai kiffé. C'est vraiment un kiff, quoi. Et on était trop contents. Et on traînait tous les soirs au Hippopotamus à l'époque. L'Hippopotamus de Montparnasse. On y allait, on flambait. La maison. Notre petite frite. On avait pris 10 kilos au bout de 2 ans. Et on était tous là avec Mokobe et tout. On était là. Hippo. Hippo, c'était votre truc. Hippo, c'était notre truc pendant au moins, je vais te dire, au moins pendant 2 ans facile. Ouais, une pige et demie. Une pige et demie, tous les soirs de 23 à 5 heures du matin. Des grandes tablées. Des grandes tablées comme ça entre vos potes, hein, pas tous les cousins, cousines. Hein. On était là, 6 ou 7 personnes. Hippo. C'est marrant, ça. Ouais, c'était fou. C'était ouf, on les a enrichis. Après un moment, on a commencé à prendre 20 kilos, on a dit on va faire stop. Bon, il fallait retourner au boulot, hein, toi, on va pas faire hippo pendant 10 ans. Il fallait retourner au boulot, puis on a lâché, quoi. Ouais. Et justement, toi, donc là, tu me dis, tu as réalisé des albums, des gros albums. Ouais. T'avais tes projets aussi à toi. Et après, la musique, t'as un peu mis ça de côté. Ouais, la musique a fait, on va dire, a fait le pas, surtout... il y a eu plein de tragédies qui se sont faites à peu près. En 2011, j'ai perdu DJ Mehdi. C'est ce qui m'a un peu freiné de continuer. Tu vois, j'avais fait pas mal de temps dans la musique. Et puis, ça m'a mis un petit frein, tu vois. Et puis, après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis dans le son. Je commence à avoir un certain âge. Est-ce que la musique, c'est fait pour moi encore? J'ai fait le tour. J'ai parlé de plein de sujets. J'ai développé plein d'albums. Je me suis dit, je vais me lancer dans autre chose. J'étais passionné de basketball, j'en faisais dans mon club en tant que comme ça pour kiffer, toi. Et j'ai dit, je vais commencer à passer mes diplômes. Ouais, c'est de ces diplômes-là que je parlais. Diplôme d'entraîneur de basket. Et puis, je me suis lancé, quoi. Je me suis lancé sans prétention. J'ai été pris par l'enseignement au début, parce qu'il y avait des mômes, des filles, des grands. Et puis, j'aimais ce développement, quoi. Et la première année, on passe un petit diplôme. La deuxième, un petit qui devait un peu plus coriace. La troisième, on commence à dire, oui, ramenez vos ordinateurs. Mais je me suis jamais servi d'un ordinateur. Ah ouais, et puis elle dit, waouh, ça va être compliqué. Des fautes, je ne sais pas faire un Word. J'étais dépassé. Bon, après, il faut bien s'entourer. On commence à faire des formations avec des gens différents. On commence à lier, la cohésion se fait. Et puis, c'est comme ça, on apprend tous les jours après, tu vois. J'avais une ligne de conduite différente, j'ai déménagé, j'avais vraiment une assise à vouloir me former, passer à un autre métier. Il fallait d'abord savoir ce que je veux moi, tu vois. Ouais. Comme ça, après, une fois que j'ai su qui j'étais et ce que je voulais, c'est comme ça, après j'ai vraiment eu une trajectoire dans les études un peu, on va dire. Et aujourd'hui, je suis diplômé d'État et voilà, ça un bac +2. Et pour un mec qui n'a pas été à l'école, qui a été à l'école le dimanche, comme je disais, c'est tout de même pas mal. Ouais. Franchement, félicitations. Merci. Et donc, tu as coaché quelle équipe Tout d'abord, je suis resté 6 ans dans le même club où j'étais à la Sordi. J'ai coaché des seniors à plusieurs niveaux intermédiaires. J'étais sur de la R3, R2. Et puis après, je suis parti à Hermont pour m'extérioriser et voir ce qui se passe ailleurs. Parce que j'étais resté longtemps dans ce même club. Et quand tu restes trop longtemps, à un moment, tu tournes en rond. Ouais. Mais j'ai appris pas mal de choses dans ce petit club. Ça m'a appris vraiment à fidéliser les bénévoles, à avoir la confiance des dirigeants. Ça, c'était terrible. Pour partir dans un petit club et avoir cette ferveur tous les samedis avec du public, les gens de la cité et tout, et qui te représentent et qui représentent quelque chose, tu vois. Ça prouve que voilà, il y a un amour pour la ville, pour le maillot. Et ça, c'était beau. Ça m'a appris plein de choses. Et après, quand j'ai voulu un peu monter en échelon des diplômes, j'étais dans une structure un peu plus élevée. Donc, ça a été dur parce que j'arrivais de rien. Hein. Je dis, voilà, j'ai envie de passer mes diplômes et tout. On m'a dit, vas-y, tu vas essayer avec nous. On n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, moi, j'étais pas encore sur l'argent, tu vois. J'ai dit, vas-y, je vais essayer. Puis, je serais resté avec eux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à passer mon diplôme d'État. Et puis ça l'a fait, quoi. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est des épreuves, ça t'apprend plein de choses, ça t'apprend à t'organiser, ça t'apprend à structurer dans ta tête, et puis surtout, tu rencontres plein de gens formidables, quoi. Ouais. Et là, donc t'as fait ton diplôme d'État. Hermont, t'es resté combien de temps? Je suis resté un an. J'ai fait après un an à Juvisy, après je suis resté 2 ans à Vanves,
Et là, j'étais pendant 2 ans à Cergy sur la Nationale 1, qui est la 3e division française. Ouais, c'est ce que j'allais te demander pour resituer si jamais. Parce que tu parlais tout à l'heure de R2, R1, c'est régional. Oui, régional, des petits niveaux. Et après, au-dessus, c'est N3. Oui, exactement. Et N3, après, c'est Pro B. Pro B et Betclic Elite. Voilà. Ah, maintenant ça s'appelle comme ça. Ils n'appellent plus Pro A, on peut appeler Pro A pour les anciens, mais ils appellent Betclic parce que. Ils ont racheté. C'est comme la Ligue 1 Uber Eats, quoi. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, le club le plus haut que tu as entraîné, c'était. C'était à Cergy, j'étais assistant et responsable de tout le développement individuel des joueurs. Je faisais du scouting vidéo aussi, prépa physique. Et après, je m'occupais aussi des U18 élites, des U18 au plus haut niveau. Et c'était une belle expérience, franchement. Je suis resté 2 ans. Comme je l'ai dit, j'ai découvert plein de facettes de ce métier. Et puis, tu fais des rencontres tout le temps. Tout le temps, tu fais des rencontres. Dans les formations, dans les matchs, avec qui tu causes, tout ça, c'est les rencontres qui t'enrichissent. Bah ouais. Humainement, c'est... Ouais. Et puis c'est gratifiant aussi de voir des jeunes évoluer un peu grâce à toi. Ouais, aussi. Tu sais, c'est de te dire... Mais c'est pour moi, mais tu l'avais déjà fait en fait, dans la musique. Exactement. Ouais, t'as fait la même chose. C'est exactement ça, c'est ça. C'est une transversale qui reste la même. Ouais. La mafia cafri du basketball, quoi, que t'as recréé. T'es allé au Quai 54, là, au Canada? Tout le temps. Bah, j'y vais, moi, j'ai dû le manquer une fois. À l'époque, c'est quand j'étais à l'enterrement de mon père il y a une dizaine d'années. Et c'était la même période, donc j'ai pas été. Sinon, j'ai été à tous les événements. Ça fait 20 ans que ça existe, j'étais à complètement tous les événements. Et tu as déjà participé aussi? Non, pas participé, je suis là. Ouais, participer. Ouais, au début, il y avait une participation parce que nous, en tant que rappeurs, on était amenés à coacher des équipes, en fait. Un peu comme ils faisaient au State, à Walker Park, tu vois, les rappeurs coachaient leur équipe. Et puis, on l'a fait ça pendant 2 ans. Et après, ça, c'était avec les rappeurs, ils ont commencé à faire leur one-man show, les clashs et tout, là, ils ont arrêté ça. Et puis, on a arrêté ça. Mais c'était bien, franchement, c'était une bonne vibe. Parce qu'aujourd'hui, les équipes qu'il y a dedans, elles sont composées de joueurs pros, souvent, non? Joueurs pros, joueurs qu'on découvre, joueurs qui sont en devenir pros aussi. Tu sais, on a vu des jeunes qui ont commencé par le Quai 54 et qui sont devenus professionnels et maintenant qui sont dans des hautes divisions. On en a vu comme ça. Tu as suivi un petit peu là, tout l'engouement qu'il y avait autour de Victor Wemby, qui joue avec mon ami Laou Kodaté à Levallois. Donc l'engouement qu'il y a sur lui, il est totalement magnifique, quoi. Et justifié. Justifié. T'as vu des matchs de lui, toi? T'es allé au Métropolitain, toi? Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a eu son développement depuis, il n'est pas arrivé là comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est déjà petit, il travaillait, et puis après il a eu des causes de blessures quand il est parti à Villeurbanne. Et puis il est arrivé à Levallois cette année, Vincent Collet lui a mis, il l'a mis en confiance, il a été bien athlétisé, il a pu faire des matchs avec les fenêtres de l'équipe de France. Il a retrouvé sa confiance, son jeu, il s'est vraiment bien entraîné. Et puis il a fait une saison monstrueuse, quoi. Et c'est dingue parce que tu vois, moi à l'époque j'étais animateur chez Swig. D'accord. C'est d'ailleurs Anna on était dans les mêmes bureaux. Ouais. Et Swig était partenaire de Nanterre, non pas de Nanterre, c'est le Valois, les métropolitains. Et au début, franchement, ils nous donnaient genre 15 places. Hein. Ouais, vous voulez venir et tout. Et personne calculait. Ouais. À partir du moment où il y a eu la hype autour de Victor, les places elles partaient en 5 minutes, 10 minutes. Et ça fait plaisir parce que le basketball français n'avait pas connu ce truc-là depuis un moment, tu vois. Donc c'est trop cool de te dire que là, les gens d'un coup se sont dit ah ouais, il se passe quelque chose, tout ça. Et carrément, le compte de la NBA, il partageait des highlights des matchs de Levallois. C'est quand même improbable. Ouais, ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment une lumière sur les jeunes, la jeune génération. Et vraiment des très jeunes. Hein. Je voyais des quarts arriver des 8 ans, des 7 ans qui allaient voir Wemby, quoi, tu vois. Pour eux, c'était une attraction. Le mec, il fait 2m30. Oui, en plus. Les mecs, les petits, ils arrivaient des écoles maternelles, ils allaient voir les matchs. Et des quarts remplis. Et aussi pour les grands, les plus grands. Les plus grands, son père, il doit avoir pratiquement le même âge que moi. Et puis il y avait plein d'amis de son père. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 52 aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. On dirait et, pas
Et il y avait des gens, des sportifs, des stars qui venaient voir. Donc c'est intergénérationnel. Et ça, c'est fantastique, quoi. Et bah oui, tu parles des stars. C'est vrai que quand il y a eu les vidéos pour savoir pour la draft, etc., il y avait Mbappé qui était là et tout. Bon, après, ça ne regardait pas les sponsors, mais quand même, de base, s'il n'a pas envie d'y aller, il y va pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est un engouement de ouf. L'engouement est ouf, et puis la visibilité sur les États-Unis, entre la France et la connexion, elle est terrible, quoi. Et donc, toi, t'es content parce que comme le basket, c'est ton milieu, donc c'est cool pour toi aussi. Ouais, c'est cool. Parce que là, du coup, j'imagine qu'il y a encore plus de jeunes qui ont envie de faire la même chose. Ouais, bah, les licenciés ont triplé. Hein, cette année, il y a plus de 50 000 licenciés en plus, quoi. Tu vois. Ça, c'est une ouverture totale sur la Fédération française de basket. Le fait que Victor parte aussi à San Antonio, c'est où est passé Tony Parker. Ouais, donc c'est un symbole. Il passe aussi sur le même coach. Donc voilà, c'est tout un symbole, toute une réalité, comme quoi que la formation française est bonne, et aussi qu'on a des joueurs de talent en France, quoi. Et Manu qui est aujourd'hui, alors c'est quoi c'est toutes ces activités, sur quoi tu te concentres, c'est quoi ta vision de ce que tu fais et de ce que tu as envie de faire? Parce que je sais que ça t'importe beaucoup de développer. Avant de faire l'interview, on parlait sur Instagram et tu me parlais de l'importance de ce que tu as envie de donner aux jeunes, de l'injustice sociale, etc. Alors Manu qui aujourd'hui, il est comment? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Moi, j'ai toujours ce développement sur les jeunes, les tirer vers le haut, tu vois, peu importe leurs difficultés ou bien dans le milieu social où ils vivent. Et moi, j'ai toujours ce développement de pousser, allez, il faut rien lâcher, tu vois, parce que moi, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées des plus jeunes. Et puis, malgré que j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma jeunesse, j'ai jamais lâché. J'ai eu des moments très, très, très difficiles et j'ai jamais lâché. Et ça aujourd'hui, j'ai réussi à passer des diplômes. Et ça, c'est ce que j'ai envie de donner comme valeur aux jeunes. Et surtout, quand tu te retrouves de celui qui fait l'école le dimanche à écrire un livre. Exactement, c'est ouf aussi. L'écriture a toujours été un développement pour moi, hein, quand j'écrivais mes textes. Et puis j'ai dit, l'écriture, ça reste encore un exercice très difficile, cette fois-ci, parce que ça passe par le livre. C'est plus une chanson que tu écris en 1 heure et tu vas poser. Le livre, c'est quelque chose que tu développes, il doit avoir une vraie écriture, une vraie trajectoire, et il y a un vrai équilibre. Et là, le premier livre, il était très très dur à faire, tu vois. Mais c'est toi qui as voulu le faire ou alors on t'a proposé de le faire? Non, c'est moi. Mais pas tout seul. On a l'impression que c'est facile, t'as écrit le livre, enfin voilà. Mais qui t'a aidé pour le bouquin? Et à qui est-ce que toi t'as demandé de l'aide pour une fois, j'ai envie de dire? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours toi qui donne en fait et qui a guidé les autres. Et là, tu t'es aidé, qui t'a aidé? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je me suis mis à écrire. À un moment, j'avais beaucoup de feuilles blanches et qui ressemblaient à quelque chose. Je me suis dit, mais j'arriverai pas à développer tout seul. J'ai appelé un ami qui s'appelle Rossé, vous devez connaître, un rappeur. Ouais, le rappeur, Et je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un dans la littérature. Il m'a dit, ouais, il connaît quelqu'un. Et je lui ai dit, ouais, parce que là, je suis en train d'écrire et ça ressemble à une histoire et j'ai envie de la développer un peu plus loin. Et puis, il m'a présenté ces personnes. Et puis, au fur et à mesure, la connexion s'est faite. Et j'ai continué à écrire. C'était pendant l'époque du Covid en plus. D'accord. Donc, on a vraiment eu le temps d'échanger. On a construit l'histoire ensemble. Et une fois qu'il y avait une vraie cohérence dans le livre, il manquait plus qu'à agencer tout ça. Et puis, c'est parti de là, en fait. Et depuis que j'ai fait ce livre, le développement dans ma tête, c'était de continuer à écrire des histoires, continuer à raconter un peu ma perception de la vie, comment je vois les choses. Et c'est pour ça qu'un deuxième livre va se faire. Ah ouais? Ouais. Il est prévu pour quand? Pour début novembre. D'accord. Et ça sera un peu dans la même veine que le premier. Le premier, c'est une biographie plutôt. Et biographie, et là, c'est pas du tout. C'est tout le cheminement après le rap. Qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Okay. Voilà, il y a ces petits ponts qui rappellent un peu mon époque du rap, comment j'ai commencé, tout ça, ce qui m'a percuté musicalement. Et puis tout ce développement sur les diplômes, comment j'ai fait un peu, malgré les échecs, pour me rebooster, pour y arriver, les péripéties. Et aussi, bien sûr, ces moments de joie, qu'il ne faut pas avoir toujours des livres sombres. Hein. Oui. C'est surtout aussi ces moments de joie avec les potes, les meilleurs voyages que j'ai faits, les meilleures ambiances en concert, tout ça. Je raconte un peu tout ça. Tu vois. Et
Tu vois, je voulais te poser une question, parce que pareil, quand on s'est parlé, tu m'as dit quelque chose qui était très, très intéressant. Tu m'as dit, tu pourras m'interroger. C'est le mec qui dévoile toutes les ficelles, moi je m'en fous. Rendez-vous, c'est comme ça. Non, mais parce que tu m'as dit... discret, lui. Non, franchement, je suis très transparent parce que j'ai trouvé ça très fort comme question. Et je vais pas mentir en disant que c'est moi qui l'ai eu la question, tu vois ce que je veux dire. Tu m'as posé une très très bonne question, carrément je l'ai notée. Tu m'as dit, si tu veux on pourra parler aussi des pays dans lesquels je me sens bien ou dans lesquels je me projette, etc. Et comment je me sens aujourd'hui aussi de vivre en France. Et j'ai trouvé que c'était pas prévu, mais il s'est passé plusieurs jours d'émeutes. Des dingueries, et je tombe sur on a vu plein de vidéos d'émeutes, etc. Je tombe sur la vidéo d'un gars qui dit, les gars, il s'adresse aux musulmans, et il dit, les gars, mais partez, quittez la France, ça sert plus à rien, même pour les chrétiens, ça sert plus à rien, parce que c'est un pays de Satan, je sais pas quoi, ce qu'il dit. Et il dit, la France, elle veut pas de vous de toute façon, donc quittez la France, ça sert à rien. Et j'ai reconnecté en me disant, tiens, après tout ce qui s'est passé, cette Naël qui est tué par un policier, les émeutes qui arrivent et tout, je me dis, tiens, toi, comment tu te sens en France actuellement par rapport à la France que tu as connue, aussi belle et aussi sombre soit-elle, parce que tu as vu aussi les deux côtés quand on vit dans les quartiers compliqués. Et bah, toi, là, tu te sens comment? Parce que maintenant que tu es là et que tu inspires les jeunes et que tu veux redonner confiance aux jeunes, leur dire, allez-y, saisissez vos opportunités et tout, c'est dur de motiver là. C'est-à-dire, on va dire, il y a deux facettes, il y a deux écoles. Soit, comme le jeune disait, on prend conscience, on se dit, faut rester, il y a eu une tragédie, certes, et on se dit, il faut pas aller tout casser, ça sert à rien. Comme ils disent, quand tu vas casser le Leclerc, le Lidl, c'est où nos parents et nous-mêmes allons faire les courses, tout ça. Et il y a cette facette de jeunes qu'on arrache, de voir encore un gamin... Pour une bêtise de permis, il aurait pu, tu vois, ça aurait pu se passer autrement. Et c'est subtil, quoi, c'est électrique, quoi. On va tout casser sur le moment, ils ont une rage, tu vois, et personne ne peut les retenir, en fait. Personne ne peut les retenir. Parce qu'ils ne sont pas 10, c'est les quartiers populaires, on est je sais pas, des milliers. Ça a même pété en Suisse, en Belgique. Donc et ça fait une chaîne, de population. Et à ce moment-là, on comprend leur rage, que personne tu peux les retenir. C'est pas parce que tu vas appeler au calme qu'ils vont se calmer. Quoi. Exactement, c'est parce que c'est même pas une question de ras-le-bas, c'est une répétition en fait, tu vois, une répétition, on en tue un pour ci, on en tue un pour ça, et là c'est complètement, c'est une folie, c'est stupide quoi. Le mec a 17 ans pour un contrôle, quoi, tu vois, enfin, moi sur le coup c'est dur à jauger les deux parties, tu vois, et c'est pour ça que je te dis, il y a deux écoles. Moi, je suis plus dans le côté apaisement, allez pas là-bas. Quand j'ai entendu ça, moi, je reste chez moi. Je vais pas faire le fou, aller, stop et tout, toi. Tu vois, là, chez moi. Pose ce cocktail. Moi, je prends, excusez-moi, je suis Black Panther, ça. Non, je vais pas te dire ça. Et voilà, il faut avoir ce côté un peu moraliste, et en même temps, il faut comprendre les jeunes, mais après... Je pense qu'à un moment, il y aura de la tension, ça va se calmer. J'espère qu'il y aura des réunions entre les deux parties, les politiques, puis les jeunes, et puis on fera en sorte que ces histoires n'arrivent plus jamais, mais on sait très bien que, voilà, on peut s'attendre à tout, quoi. Mais là, la question, c'est la question que tu posais un petit peu. Mais je sais que la réponse, elle est dure, hein, parce que honnêtement, même moi, je ne saurais pas quoi dire, mais tu dirais quoi aux jeunes, là? Ils peuvent se raccrocher à quoi? Peut-être par rapport à ta propre expérience, quand on sait que vous avez attendu 10 ans avant de toucher le premier cachet. Qu'est-ce qui vous fait rester, entre guillemets, continuer? Le truc, tu t'accroches à quoi, en fait? Moi, il y a deux phrases qui résonnent un peu, qui font écho dans ma tête. C'est une phrase de Carlito qui disait « Ma jeunesse manque de jeunesse ». Tu vois? Et il y a une phrase que moi, je me suis toujours dit, si moi, j'aurais été dans le down tout le temps, j'aurais pas eu la musique pour m'accrocher, peut-être qu'aujourd'hui, je serais comme les jeunes, quoi. J'aurais rien foutu de ma vie. Et voilà, j'aurais pas de boulot, je traînerais dans les rues, errer dans les rues. Et je me suis accroché à quelque chose. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont plein de facilité de s'accrocher à des choses. Tu vois, nous, il y avait la musique, malheureusement. Le sport. Et le sport. Mais quand des fois, il y en a qui savent pas courir, il y en a qui... voilà, et il y avait le sport, la musique. D'autres ont évolué dans le sport. Moi, c'était la musique. Je me suis accroché à ça et puis j'ai pas lâché.
Et aujourd'hui, ils ont plein de facettes pour... Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs. Comme je te parlais, il y a les JO qui arrivent dans moins d'1 an. Ouais. Bah, il y a une ouverture sur l'emploi qui va être monstruelle, tu vois. Ah ouais? Et bah ouais, c'est forcément. Tous les jeunes qui font des BPGEPS dans les centres sociaux, on aura besoin de tous ces jeunes. Le développement culturel, il va être énorme parce que il y a surtout un gros challenge pour la France parce que avant les JO étaient au Japon, il y a eu zéro pépin. Et là, c'est un gros challenge pour la France, tu vois. Et si on fait des JO et ça part dans tous les sens... Ouais, en termes d'image à l'international... En termes d'économie, comment on va être. En termes d'image, comment on va être. Et puis, voilà, je crois que les jeunes peuvent s'accrocher à pas mal de choses aujourd'hui. Et nous, à l'époque, on n'avait pas tant de choses que ça, tu vois. Ouais. Et je pense qu'ils devraient prendre conscience de ça. Et Moi, c'est ça qui m'accroche, de dire ma jeunesse manque de jeunesse et... Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. Surtout cette phrase aussi. Donc tout le temps se battre pour ses valeurs, pour aller chercher les choses que tu mérites. Et quand tu les as et que tu as fait double effort, ah ben c'est là que tu es encore plus heureux, quoi. Et alors toi, tu te verrais vivre ailleurs? Il y a des pays qui te feraient kiffer? Ah ouais, il y a des pays. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en Espagne. C'est un pays fabuleux. Ouais. Barcelone, surtout, c'est une culture à part. Ouais. Même quand tu fais rien, bah, tu marches. Le fait que tu marches, tu ailles à la plage... tu fasses, peu importe ce que tu fais, bah, c'est une autre dimension, tu vois. J'ai jamais fait. T'as déjà fait dans Barcelone? Oui, c'est à côté de... On y va toujours dans le sud. Nous, on est toujours à Perpignan dans le sud. C'est à côté, c'est pas loin. C'est énorme, c'est un autre mood, c'est une autre mentalité. Ouais, c'est notre... Ils font la sieste là-bas, les Espagnols, non? Ils ont pas la sieste dans le truc, ça je pense que c'est la clé du bonheur, ça. C'est terrible. Après, ils ont un peu cette avance aussi. Tout est formatisé sur le téléphone. Il y a des applications pour prendre des scooters électriques, pour prendre, tu vois, des choses qu'il n'y a pas encore, le développement qu'il n'y a pas encore ici. Tu vois, t'as des hôtels gigantesques où tu peux aller bruncher sur les toits, des trucs dingues, quoi. Tu vois, Barcelone déjà est une ville super dans le développement. Bah, les États-Unis qui a toujours été jusqu'à aujourd'hui, c'est encore surpeuplé. Tu vois, les États-Unis, c'est fou, quoi. Moi, c'est ma ville, c'est New York, quoi. Ah ouais? New York, parce qu'il y a tout. Il y a le métro, le taxi, tu peux marcher, tu peux voir des trucs différents dans chaque quartier. Surtout l'année dernière. À Paris, il y a comme ça. L'année dernière, j'étais voir un pote qui habite à Harlem. J'étais voir un pote qu'on s'est connecté par les réseaux sociaux, on se parle depuis 4 ans. Et je lui dis, bon, ça y est, là j'arrive, il faut que tu me fasses voir. Harlem. Harlem, tu m'en parles tout le temps, tu vas me faire voir Harlem. Parce que l'appréhension qu'on a d'Harlem il y a 10 ans, c'est tu rentres, tu fais demi-tour, tu cours jusqu'à l'aéroport. Mais maintenant, tu vas à Harlem, c'est bobo. C'est bobo, c'est une folie Harlem. Ouais, c'est ça. Déjà, tu vas l'été, il y a des playgrounds tous les 200 mètres. Ça, tu dois kiffer. C'est le kiff. C'est le kiff, tu peux te poser. Tu joues toujours toi encore? Ouais, je joue de temps en temps. Pas moins qu'avant, mais de temps en temps quand j'ai le temps. Là, je vais aller en Guadeloupe, c'est sûr que je vais jouer un petit peu, tu vois. Ouais. Et bon, l'Afrique aussi. L'Afrique, j'y étais il y a une quinzaine d'années avec Mokobe en 2009-2010 jusqu'à 2012. Bah, toute l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Conakry. Bah, laisse tomber, quoi. Les humains, c'est pire que n'importe quoi. C'est un enrichissement de fou. Ah oui, dans ce sens-là. Au début, je me suis dit, pire que n'importe quoi, il a vu des dingueries. Non, il faut y aller pour comprendre. Parce que t'as une image, avant que tu ailles en Afrique, tu as une image, comme les gens disaient, tu penses que là-bas, il n'y a que du goudron, et les gens, ils ont des lances, et ils courent après. Non, en fait, c'est pas ça. Moi, je suis arrivé, dans des monuments, dans l'infrastructure, c'est comme à Paris. C'est à échelle pareil, des hôtels 5 étoiles, tout ce qu'il faut, des boîtes de nuit, des restaurants. Ils ont tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est une population super humble. Voilà, ils reconnaissent les choses, ils reconnaissent les valeurs. Tu peux discuter avec quelqu'un qui a moins que toi et qui t'apprend des trucs de la vie. Voilà. C'est énorme. Et le côté solaire, moi j'avais fait le Kenya, j'ai fait que le Kenya. Ah ouais? Ouais, mais ce qui m'a marqué vraiment, c'est le côté solaire, c'est l'optimisme des gens. Exactement. J'ai l'impression, et toi, tu repenses à toi,
quand t'es à Paris et tout, et tu te dis, putain, j'ai honte de moi parce que je passe mes journées à me plaindre. Tu vois, il n'y a pas une journée quand j'attends le métro, dès qu'il y a un petit truc, tu vois, on est grave sur les nerfs. Et avec très peu, ils font tout un monde. Mais voilà, et je les ai pas du tout. Je suis restée 2 mois là-bas, zéro plainte, rien, tu vois. Les gens sont juste contents d'être là. On est ensemble, c'est cool. Contents, en fait, ils sont contents de vivre, quoi, poser un pied à terre chaque matin. C'est ça. Et de kiffer la vie, quoi. C'est ça. C'est vrai que moi j'étais allé à Zanzibar là, et c'était quand même assez pauvre. Et les gens, on avait discuté avec le guide et le guide il disait tu sais les gens tant qu'ils ont à manger et qu'ils ont à quoi, et ils sont super heureux. Et tu dis en vrai ça te ramène sur terre où effectivement quand tu penses à tes trucs tu dis en fait non mais tu regardes tes pieds parce que toi tu sais que voilà c'est ça, tu dis franchement jamais. Nous si on n'a pas notre Big Mac on fait la gueule quoi. C'est ça. Ouais vas-y il faut attendre 20 minutes avant le Uber machin tu sais genre de dinguerie. Les frites elles sont molles. Ouais les frites elles sont molles on pète un plomb. Et toi Manu là on va finir sur 2 choses. D'abord la première je voulais savoir toi la suite donc on a le livre, tu nous as parlé du livre qui arrive novembre si Dieu veut. Novembre. Et c'est quoi tes autres projets que tu as dans le bagage moi c'est de continuer sur cette évolution, d'apprendre chaque jour de mon métier d'entraîneur de basket, c'est-à-dire mon développement personnel. Là maintenant tu coaches juste des joueurs ou alors tu continues de coacher des équipes Des équipes mais des joueurs aussi. L'été souvent j'ai des workouts pour des joueurs professionnels avec une connexion qu'on a qui s'appelle Big Work Session. Et puis on est amené à développer des joueurs professionnels qui sont toute l'année en club. Et on profite justement de ce petit laps de temps, l'été là, qui se remettent en rythme pour retourner dans leur club. Donc voilà, je continue sur ça. Et moi, c'est de continuer ce développement personnel qui est aussi de continuer mes livres, continuer l'enrichissement sur l'apprentissage du coaching, de voyager quand j'ai le temps, c'est important, je trouve. Et puis de donner une nouvelle énergie à ma vie, m'occuper de ma fille, du milieu social où je vis, quoi, aussi, c'est important. Bien. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Donc, instant promo, retenez bien. Voilà. Il y a le livre qui arrive en novembre. Il va s'appeler Le meilleur pour tous. Le meilleur pour tous. Voilà. Merci pour l'exclu. Voilà. Instant promo pour Anna aussi. Il y a son futur podcast qui va bientôt arriver. Qui va bientôt arriver, ouais. D'accord. Pas seulement podcast filmé, ça va être bien. Ça va être cool. Et en plus, le concept original, je vais pas spoiler parce qu'après, on va dire non, on va me le pomper et tout. J'en peux plus. Attends, j'ai mis 6 mois pour le trouver. Ouais, c'est vrai. Et enfin, la question que j'aime bien poser aux gens qui viennent sur le canapé jaune moutarde, c'est de leur dire. Tu vois, en fait, je dis ça parce que j'ai même pas expliqué pourquoi je posais cette question. J'ai un ami humoriste qui est décédé il y a pas longtemps, un peu à son âme, Guillaume Batz. Et c'est vrai que quand je suis allé à son enterrement et qu'il y avait tous ces artistes, etc., tout le monde faisait tout le monde faisait des discours et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant ce qu'il a laissé. C'était quelque chose de quelqu'un de positif, aimant, etc. Tout le monde a dit les mêmes choses sans se concerter. Et la question que j'aime poser et que je te pose, Manu, c'est toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage derrière toi? Que ce soit à tes enfants, soit au monde, soit à la France, soit à la Guadeloupe, peu importe. Mais d'avoir beaucoup d'humilité, je pense que c'est important. D'être humble, d'avoir de la confiance en soi et toujours avoir ce partage les uns les autres et surtout le travail. Qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire, toujours se battre pour ses idées. C'est un peu ça que je vais laisser comme héritage et c'est un peu ça ma marque de fabrique. Et profiter de la vie, rigoler tout le temps et voilà. Et ok, j'espère que le message est bien passé. On va tenter de faire tout ça en tout cas. Merci beaucoup Manu d'être venu. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé vraiment. Yes. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous à toutes les pages de Rendez-vous, à toutes les pages de Kevin Razi, likez et partagez. On compte sur vous parce que c'est grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos commentaires que on peut faire venir de plus en plus de monde et faire vivre cette petite aventure tous ensemble. Et n'oubliez pas cette phrase, on est ensemble.